Bonjour depuis Coutançouz. Et donc je vais vous montrer les différentes parcelles et les aménagements souhaités. Donc en fait, pour accéder à la parcelle principale, il y a deux possibilités. Ce petit chemin, donc on a la route principale qui va jusqu'au village, et on a un deuxième chemin qui est de l'autre côté. Donc soit un accès au fond, soit un accès ici, ou les deux possibles. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un portail lorsqu'on rentre, un portail qu'on puisse fermer le soir. Sauf que ce chemin-là est pour l'instant communal, ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de mettre un portail ou même une arche par-dessus tant que ça appartient à la commune. Alors pourquoi je dis tant que ça appartient à la commune? Puisque ce petit chemin dessert un petit bout de forêt qui descend jusqu'à la rivière en bas, un deuxième petit bout de forêt. Quand je dis un petit bout de forêt, c'est une parcelle, donc une première parcelle qui descend jusqu'en bas, une deuxième parcelle qui descend jusqu'en bas, et puis le bâtiment brûlé qu'on va voir plus tard. Celle qui est à droite, le propriétaire accepte de me la vendre. Le bâtiment brûlé, la propriétaire accepte de me vendre, et donc il restera qu'une seule petite parcelle, mais à terme, on pourra espérer que ce passage-ci, du coup, ne desserve plus d'autres propriétaires, et qu'on puisse, avec l'accord de la mairie évidemment, racheter ce bout de route, permettant de fait de faire cette arche au-dessus donc de la route, et qui permettra d'officialiser l'entrée dans le camping, et donc de fermer le soir également. Sur le côté gauche, on a ici un bâtiment communal, donc qui lui va rester là. Donc l'arche ne se ferait pas à ce niveau-ci, mais précisément un petit peu plus bas. Pourquoi? Parce que au niveau du sol, on a un repère qui a été placé par un géomètre, signifie la limite qui va jusqu'à la haie et qui repart ensuite tout droit. Ce bâtiment se trouve sur une parcelle que la mairie a accepté donc de subdiviser pour me laisser cette partie-ci. Servirait essentiellement au parking des voitures. C'est-à-dire que les gens ne vont pas laisser leur voiture sur le camping, puisqu'on veut minimiser au possible les véhicules sur la zone où tout le monde va dormir, où il y aura les activités. Et donc on pourrait déjà stocker quelques voitures ici, en épi. Les poubelles, elles, vont partir. Soit on fait un rangement à droite et un rangement à gauche, avec un accès central qui permettra donc de desservir les deux côtés du stationnement, et la parcelle en question que la mairie donc a accepté de me céder pour le parking continue jusqu'au fond, jusqu'à là qu'on voit là. La limite à droite, c'est le fameux bâtiment qui est brûlé qu'on voit ici. Et en fait, ce bâtiment de 550 mètres carrés, l'objectif c'est que plus tard, quand le camping fonctionnera et qu'il y aura des rentrées d'argent et qu'on pourra se permettre d'investir, ce sera de construire un bâtiment donc de 550 mètres carrés en matériaux écologiques qui aura pour une vocation de faire office de hall d'exposition de manière permanente sur l'ensemble des systèmes et solutions permettant l'autonomie des foyers. Donc des sociétés qui seront partenaires et qui permettront l'autonomie aussi bien sur la potabilisation des eaux de pluie, la production d'énergie électrique, que ce soit solaire, éolien, turbine, etc. Les systèmes donc d'assainissement, bref, tout ce qui concerne l'autonomie. Donc revenons sur notre parcelle ici qui servirait au stationnement. Donc là on a vu à gauche et à droite, on pourrait stocker des voitures en épi. Là, ici, on pourrait faire à nouveau d'autres stationnements. Et en fait, on va jusqu'au repère jaune que vous voyez ici. Le repère jaune, vous tracez tout droit. La partie à gauche resterait donc à la commune qui a besoin donc d'une petite aire de retournement. Et la partie droite, donc m'est cédée. Je me dis, c'est bête de mettre que des voitures. Peut-être faire un ou deux emplacements de camping-car sans tout à l'égout, hein, simplement des emplacements qui puissent le mettre, peut-être uniquement la partie du fond, on va dire 4 ou 5 camping-cars de possible, tout le reste en voiture, avec évidemment la possibilité donc de venir en vélo, moto, bref, un petit abri ici pour les deux roues. De l'autre côté de la route commencerait la parcelle principale du camping. Quand je dis la parcelle principale, pourquoi? Parce que c'est celle qui est exploitable directement. Il n'y a que de l'herbe, il n'y a pas de grosse végétation comme on va voir plus loin. Elle commence là où on voit le grillage. Elle va jusqu'au fond, vous continuez le grillage jusqu'à la haie au fond, et c'est la limite donc de la parcelle. Il y en a 4000 qui sont constructibles. Donc les 4000 constructibles vont jusqu'aux arbres qu'on voit, et les 1000 autres mètres carrés sont plus bas, on va les voir plus tard. Comment est-ce qu'on voit les choses? Lorsque on arrive, on va donc se garer sur le côté gauche,
Ici, au niveau du bâtiment, c'est soit à 0, soit à 3 mètres. Donc l'idée, c'est qu'on soit à 0, au plus près possible. Et là, on aurait un bâtiment sur la longueur qui fasse à peu près 100 mètres carrés. Ce bâtiment, ce serait l'accueil. Donc il ferait à la fois office de petit magasin, d'accueil du public, et toute petite partie de 20 mètres carrés, 25 mètres carrés, pour pouvoir dormir lorsqu'il y aura un ou plusieurs employés. Ça éviterait qu'ils se redéplacent chez eux, puisque là on est en pleine campagne. Les villes les plus importantes sont à 15-20 minutes, donc ce serait pas mal que ce bâtiment puisse faire office à la fois d'accueil et à la fois d'hébergement de nécessité. Peut-être 50 d'emprise au sol et 50 au niveau du premier étage. Ça serait pas plus mal, sachant que l'idée, c'est qu'on soit au niveau des fondations sur du technopieux. Pourquoi? Vis-à-vis du coût. Et ensuite, sur la surface, à peu près 10 logements HLL. Pourquoi 10? Parce qu'en fait, même si je ne suis pas forcément très chaud pour prétendre à des étoiles avec Atout France, le classement d'Atout France est nécessaire si jamais on veut un financement de la région. Le financement de la région serait donc de 20%. Je ne compte pas dessus, parce que les critères d'attribution, certains sont en contradiction avec le projet écologique que je porte. Cependant, je ne ferme pas la porte. Peut-être plus tard, donc autant le prévoir en amont. Et donc, la problématique d'Atout France, c'est que pour avoir, je dis une bêtise, hein, je n'ai pas les critères en tête, mais pour avoir une étoile, il faut que chaque emplacement fasse 90 mètres carrés. Pour avoir 2 étoiles, il faut que ça monte à 100 mètres carrés ou 110 mètres carrés. Pour avoir 3 étoiles, il faut que ça monte à 120 ou 130, un truc comme ça. Et plus vous montez en étoile, plus les emplacements doivent être grands. Et donc, quand on part sur un emplacement de 120 mètres carrés, ça fait à peu près, je dis de bêtises, 10-10, on est quasiment à 100 mètres carrés. Quand on regarde, ben, finalement, on ne peut pas en mettre 50. Donc l'idée, c'est de garder un peu de place pour pouvoir faire, sur la partie centrale, une sorte d'îlot permaculture, également une petite partie réunion. Et donc on pourrait mettre 3 ou 4 logements sur le côté droit, 3 ou 4 logements sur le côté gauche, peut-être 2 au fond, voilà. Donc là ce serait uniquement les logements en dur. Ensuite les emplacements tentes, eux, seraient sur les parties du terrain qui sont plus bas. C'est-à-dire que là on a une parcelle qui est presque carrée, et ensuite on a un grand terrain qui, si on regarde le plan, est à l'extrémité de ce petit chemin communal, et là on va y aller. Donc sur le côté gauche, le bâtiment de 550 mètres carrés qui plus tard serait construit si tout se passe bien. Parce qu'on est encore sur des hypothèses d'achèvement des procédures, on ne sait pas combien de temps ça a duré, bref. Et là, on tombe sur la limite, pile poil en arrivant ici, la limite de 2 parcelles. Celle à droite qui a été acceptée d'être vendue. Et celle à gauche, dont le propriétaire ne veut pas vendre encore. Ce n'est pas exploitable, parce que c'est vertical, ça va directement au fond du ravin, enfin, si on peut appeler ça un ravin. En contrebas, il y a donc une petite rivière. Par contre, l'avantage, c'est que plus tard, si jamais un jour on a les moyens, on pourra utiliser ce relief relativement important pour faire des logements troglodytes. Et auquel cas, ce sera beaucoup plus facile de creuser quand vous avez une pente que un terrain plat dans lequel vous devez creuser. Bref, en termes de disposition, c'est plus facile. Donc là, on a le chemin communal, et sur la droite, on voit cette partie arborée. Cette partie arborée, c'est les fameux 1500 mètres qui appartiennent à la parcelle, qui au départ ne sont pas constructibles à la date d'aujourd'hui, mais qui, une fois la révision de la carte communale totalement achevée, on va dire vers septembre, sera officiellement constructible pour le projet. Donc là, on suit le petit chemin, qui officiellement n'appartient pas au futur camping, mais qui, du coup, comme c'est un chemin communal, on peut quand même l'emprunter. Donc l'idée, c'est que les clients, alors parce que j'ai fait un sondage pour savoir si les gens accepteraient de déposer leur voiture au parking et d'aller jusqu'aux emplacements à pied. Bon, il y en a une bonne moitié qui accepte, une bonne moitié qui n'est pas forcément très chaud. Ils préfèrent aller avec leur voiture jusqu'à l'emplacement tente, décharger et ensuite ramener la voiture au parking. Pourquoi pas? Donc là, sur la droite, c'est toujours la parcelle donc de 5000 m². Sur la gauche, c'est la parcelle verticale que je récupère, qui est en l'état inexploitable pour l'instant, parce que ça nécessite trop de budget. Ce sera pour plus tard. Et là, on arrive
au bout du chemin communal qui correspond à peu près à l'extrémité de ma parcelle de 5000 m². Mais je vais mettre le plan de manière à ce que lors du montage vidéo, on puisse voir exactement les différentes limites. Donc le chemin communal s'arrête. Là, c'est un petit chemin qui appartient au propriétaire qui possède la grande parcelle qui est en contrebas. C'est une parcelle qui est très plane, tout en herbe, qui sert de pâturage pour les vaches. C'est monsieur l'adjoint au maire qui le possède. Il n'est pas fermé à la vente, mais il verra plus tard si le camping fonctionne. Donc si jamais un jour on a la possibilité de récupérer cette grande parcelle qui fait donc toute la partie basse, ce sera l'endroit idéal pour mettre des logements de type tente indienne, de grand format pour des familles nombreuses, etc. Donc là, on atteint ici la limite de la parcelle des 5000 m². Et tout le bois qu'on voit ici, tout le taillis qui remonte jusqu'en haut, c'est un voisin qui accepte de me céder cette partie de son terrain de manière à pouvoir faire un passage dans le taillis qui va permettre le terrain le plus grand qui fait 17 000 m², qui contourne la montagne, qui longe la rivière et qu'on verra mieux de l'autre côté. Parce que là, en gros, pour y aller, comment dire, il faut traverser des épines, des ronces qui font 1,50 m de hauteur. C'est pas forcément tip top. Donc là, on n'a pas forcément de visuel, mais je vais vous le montrer de l'autre côté. Là, c'est une vue globale pour l'instant. Une vue globale des parcelles principales que je vais vous remontrer par les images après. Donc, on va remonter en haut et je vais continuer mon explication. Alors évidemment, le défi, c'est que si je fais un permis d'aménager, la logique veut que dans le permis d'aménager, ce soit le camping total, fini, qui soit proposé à l'urbanisme pour les autorisations. Sauf qu'un permis d'aménager, sauf erreur de ma part, c'est comme un DP, permis de construire, ça doit être limité à 2 ans, je crois, un truc comme ça. Sauf que nous, moi plutôt, dans ce cas-là, je suis dans l'incapacité financière de faire le camping dans sa globalité tout de suite. C'est un projet qui coûte 1 million d'euros. Plus d'1 million, tout fini. Hors de question que je fasse un crédit d'1 million. Par contre, les infrastructures minimales, à savoir 4 logements en dur, plus des emplacements tentes pour commencer, ça c'est faisable. La grande question, c'est est-ce que l'urbaniste acceptera que je fasse un permis d'aménager où sur cette parcelle 10 logements soient prévus en dur, que j'en fasse que 4 dans un premier temps et que le reste de la parcelle soit occupé par des tentes. Si c'est accepté, bon, on pourra faire une projection là-dessus. Si on me dit, ah non, non, monsieur, si vous faites un permis d'aménager où il y aura 10 logements en dur, vous en faites que 4 si vous pouvez pour l'instant, mais par contre, c'est hors de question de mettre des tentes là où vous avez prévu sur le permis des logements en dur. Si c'est le cas, eh ben, on s'alignera et on essaiera de se débrouiller. Donc, s'il y a des logements en dur ici, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de bloc sanitaire. Parce que le bloc sanitaire, c'est un certain budget, c'est un certain investissement. Et donc, ce serait que dans chaque logement en dur, il y ait les toilettes, de quoi se doucher, sachant que comme on est sur un camping, on est limité à 35 m² par emplacement au niveau de l'emprise au sol pour les HLL. 35 m², c'est déjà joli, surtout si on fait des petites mezzanines pour pouvoir dormir dedans. Parce que si on prévoit un bloc sanitaire, il faut impérativement prévoir une filière d'assainissement de type Roseau, c'est à peu près 30 000 euros, 20-30 000, c'est un budget conséquent. Voilà, rien que le bloc sanitaire en lui-même, il y en a déjà pour 30-40 000 euros, c'est pas donné. Alors vous allez me dire, oui, mais si vous ne mettez pas de bloc sanitaire, si vous ne mettez pas de filière de traitement, comment vont faire les logements
pour pouvoir traiter les eaux usées. Alors en fait, l'idée, c'est que chaque petit logement ait sa propre filière. Quand je me suis renseigné auprès d'Aquatiris, Aquatiris m'a répondu qu'il y avait la possibilité donc de déployer des filières de traitement de taille réduite, je crois que c'est 2-3 mètres carrés par logement, permettant de couvrir du 4, 5, 6 EH. Donc c'est correct, c'est pas trop grand, on va dire 6 mètres carrés sur un emplacement de 100 mètres carrés, c'est pas non plus la mer à boire. Si jamais en plus il y a des jolies fleurs, ça va permettre d'agrémenter le secteur. Bref, concernant les logements en eux-mêmes, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être des bungalows? Non, il n'y a aucun intérêt pour moi de mettre des bungalows sur un projet comme ça. Pourquoi? Un bungalow, c'est pas forcément très écolo. En termes d'isolation, c'est pas tip top, même s'il y a eu des progrès depuis. L'idée, c'est que si jamais vous venez ici, tout ce que vous allez voir, ce soit instructif. Pour moi, un bungalow, c'est pas instructif. Je préférais, par exemple, un chalet en bois ossature bois, sur lequel on mettrait un bardage en planches non délignées. Alors qu'est-ce que c'est que des planches non délignées? Quand vous allez par exemple à Brico Dépôt, Monsieur Bricolage, Point P, J'ai dit Mat, une planche, elle est droite, elle est bien coupée, elle est rectangulaire, elle est propre. Une planche non délignée, c'est une planche sur laquelle vous allez avoir la forme du bois, c'est pas droit, c'est relativement mignon, ça fait nature, voilà. Donc on va dire un premier logement, ossature bois, isolé avec de la laine de bois, avec par exemple un bardage en planche non délignée. Ensuite, on va pouvoir prévoir un deuxième logement qui lui pourrait être en madrier. Un troisième logement qui serait en structure bois, mais qui lui par contre pourrait être en rondin. Alors attention avec le rondin, parce que les rares entreprises que j'ai trouvées demandent des sommes délirantes. Sur du 50 mètres carrés, on m'a chiffré ça à 130 000 €, c'est même pas la peine. Moi, je me donne comme budget 17 000, 20 000, allez, 23, 24 avec les filières de traitement. Grand maxi 25 000 par emplacement. Donc 25 000 sur du rondin, sur du 35 mètres carrés, c'est même pas possible. À voir peut-être si jamais on trouve un partenaire qui accepte d'exposer sa création en contrepartie de la publicité pour son entreprise, auquel cas ça résoudra le problème, mais en achat, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, on voit les différents types de logements possibles. Au niveau des toitures, mettre de la tuile, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que chaque logement que je veux montrer ma vision. Pour moi, ma vision, les toitures tuiles, non, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce qu'on a un dérèglement climatique. Là, on est sur Vichy, on est en alerte orange, orage, grêle, y compris aujourd'hui où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Il y a 2 semaines, on a eu un orage de grêle sur Vichy, ça a pété toutes mes toitures parce que je suis propriétaire bailleur là-bas. J'ai 4 toitures qui sont en refaire, j'ai des devis de 10 000 € pour les assurances, ça fait un total de 50 000 avec les différentes réparations additives. Voilà, c'est un truc de dingue. La toiture tuile, elle pète. Alors certains industriels de la tuile vont me dire oui mais non, les nôtres sont résistantes. Ouais, ok, d'accord, balancez une boule de pétanque sur vos tuiles, on va voir si ça résiste ou pas. J'ai fait 2 ou 3 maisons sur Vichy sur lesquelles j'ai mis une toiture en poulie-tuile. Il n'y a aucun impact dessus, aucune de ces toitures n'a été détruite, endommagée ou quoi que ce soit. Les plus gros grêlons ont rebondi dessus, sont explosés dessus. Ça peut être une première idée de toiture sur ce type de logement. La deuxième possibilité, ce serait des toitures végétalisées, sur lesquelles vous avez un substrat sur 5-10 cm. Lorsqu'il y a ce type de grêlons qui vont arriver, certes ça va détruire la végétation qu'il y aura dessus, mais au moins ça amortit les impacts, ça permet au toit d'être sain, entre guillemets, de ne pas être détruit. Et puis ça permet également d'avoir un facteur économie d'énergie, isolation, bref, malgré le poids que ça représente qui n'est pas négligeable. Donc on va se dire des toitures végétales, des toitures de type poulie-tuile et similaires. Et ensuite on peut imaginer 1 ou 2 maisons de type A. Une maison de type A, c'est quoi? C'est une maison qui est triangulaire. L'avantage, c'est qu'elle coûte beaucoup moins cher à fabriquer. C'est que sa structure, c'est le toit. Le toit, c'est la structure de la maison. Et donc, si vous voulez, c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Ça peut intéresser beaucoup de personnes. Elisabeth, sur Facebook, a fait d'excellentes vidéos là-dessus, qui a popularisé la maison A, même si la maison A est beaucoup plus ancienne. Ça peut être donc très intéressant d'envisager 1 ou 2 maisons A. Les maisons A qu'on trouve également sous la dénomination de tipi bois, chez certains fabricants. Donc voilà. Ensuite, on peut également envisager des habitations containers. Alors vous allez me dire, ouais, les containers, c'est pas très écolo. Ok, on est dans l'autonomie.
Donc dans l'autonomie, certes, on ne va pas faire une maison en béton armé, encore que sur les logements troglodytes, on en reparlera, mais on peut envisager par exemple une structure container enterrée, d'autant plus que, vous voyez, au niveau donc, du terrain, on est en pente, donc on peut, sur la partie basse, si jamais il y a un décaissement à faire, plus bas ou sur une autre parcelle, récupérer la terre et enterrer légèrement le container, ou de manière à faire une sorte d'abri végétal autour, bref. Donc chaque logement atypique, différent. Alors, peut-être pas tous les logements différents, on peut en mettre 2 de chaque, ça permettrait de voir les différents systèmes constructifs qui pourraient être possibles. Alors, l'idée, c'est que, on va me poser la question, oui, mais qu'est-ce que tu penses des logements paille avec la terre, l'argile, etc. Je ne suis pas très fan, du tout, pour diverses raisons. Disons que l'idée d'autonomie, moi je la vois plus loin, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des maisons autonomes, ce sont des logements qui sont capables de résister aux événements climatiques. Si vous prenez un bunker en béton armé, il peut se passer n'importe quel type d'événement, ça va résister. C'est pas très écolo, j'en conviens, encore qu'aujourd'hui on a des bétons bas carbone et j'en passe, mais l'idée c'est que si vous faites une structure et que demain il y a une tempête et que votre structure elle se fissure parce que c'est de la terre, parce que c'est pas forcément un enduit qui est prévu pour résister à des événements climatiques exceptionnels, moi ça ne m'intéresse pas. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des maisons qui sont faites en sorte d'être paracycloniques, parasismiques, qu'on puisse expliquer donc aux visiteurs qui en ont sur place comment le faire par eux-mêmes. Donc c'est très important. Après c'est sûr, hein, je suis tout à fait d'accord, on part sur des care-terre, on part sur des logements terre-paille, c'est mignon, c'est joli, ça fait très écolo, ça peut être très pratique sur le confort dans le logement en soi, mais dans mon projet, c'est pas vraiment ce que je recherche. Ce que je recherche sont des logements, certes qui permettent l'autonomie, mais qui également soient résistants, solides, pour pouvoir tenir dans le temps et faire face aux aléas climatiques. Donc là, ce qu'on va faire, on a vu la parcelle principale, je vais reprendre la voiture, et on va aller voir, on va longer la route pour atteindre la grande parcelle de 17 000 m² où il y aura tous les emplacements tentes. Ah oui, alors très important, comme je vous ai dit, donc là le bâtiment d'accueil, les logements durs 3 ou 4 sur la partie droite, 3 ou 4 sur la partie gauche, le reste sur la partie du fond. Très important, la séparation entre chaque emplacement. L'idée c'est de le faire avec des haies qui seraient à la fois à base de plantes pollinifères qui attirent les insectes, avec des petits arbustes qui produisent des fruits pour les oiseaux. L'idée c'est que chaque séparation soit à base de haies qui ait une utilité. Pas forcément de la nourriture consommable par l'homme, ça m'intéresse pas que quelqu'un vienne et puis grignote dedans, se serve, il est tout content, il met du 5 étoiles pour le camping parce qu'il a pu manger plusieurs types de fruits différents, et puis quand il s'en va, il n'y en a plus pour le suivant qui vient, qui se dit bah écoutez les haies c'est sympa mais il n'y a rien dedans, bon bref, vous avez des gagnants, des perdants. Là l'idée c'est que ces haies en question, ce soit des haies de fleurs qui attirent les pollinisateurs, mais également des haies qui puissent attirer les oiseaux et qui puissent avoir le spectacle de la nature, qui voit dans ce camping également une ressource en nourriture pour pouvoir agrémenter en plus des animaux qui seront présents. Quand je dis des animaux qui seront présents, il faut bien imaginer qu'au départ, les plus gros animaux, je voulais les laisser en liberté au contact des visiteurs. C'est-à-dire que lorsque vous sortez de votre logement, vous avez donc des poules qui courent vers vous. Vous pourriez avoir des canards coréens, des poules de soie. Elles ont un look qui est atypique. Donc les canards coréens, l'avantage, ce sont des armes anti-limaces, mais également des petites chèvres, donc des chèvres naines, et les gardiens, qui au départ étaient censés être des lamas. On m'a dit attention aux lamas, ils peuvent cracher sur vos clients, ça va pas être une très bonne idée, surtout que les gens vont vouloir le caresser. Client qui vient, qui se dit oh il est trop mignon ce lama, je vais pouvoir le caresser, et puis que le lama vous regarde, il met ses oreilles en arrière, il vous crache dessus. Bon, vous allez rentrer chez vous et dire ah c'est pas cool sur ce camping, même les animaux ils me crachent dessus, ouais c'est pas top. Ok, ça on va essayer d'éviter. Et donc on m'a dit à la place des lamas, ce qui serait intéressant, c'est les alpagas. Ils sont plus petits, ils seraient apparemment plus sociables, donc à confirmer. Par contre évidemment c'est beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que c'est la laine qui peut être valorisée, qui peut être très intéressante. Nous c'est pas le but en soi. L'avantage, comment est-ce qu'on en est arrivé au lama et à l'alpaga? On voulait donc des animaux qui puissent à la fois s'occuper du terrain, donc brouter, éviter qu'on puisse passer la tondeuse, et puis s'occuper également des végétations, des ronces, etc. Je me suis dit, prendre des chèvres, ce serait pas mal, à voir quel type d'espèce, mais on m'a dit, attention, si vous prenez des chèvres, elles vont manger vos jeunes arbres, plutôt que des chèvres, prenez des lamas. Les lamas vont avoir la même alimentation qu'une chèvre, à la différence que ils vont pas manger les écorces. À confirmer, je ne sais pas, mais voilà. Donc l'idée, c'est que les animaux sont en liberté. Sauf que j'ai fait un sondage pour savoir si les gens ne craindraient pas
que des gros animaux soient en liberté et qu'il puisse y avoir éventuellement des accidents, que ça génère des complications au niveau des assurances. Donc ce qui est certain, c'est que tout ce qui est petit animal, mini-chèvre, encore qu'une mini-chèvre c'est un truc de fou, ça court partout, ça grimpe partout, ça peut sauter à voir, ça peut pas poser de problème. Mais bon, l'idée c'est canard, poule, tout ce qui est petit animal soit en liberté au contact des visiteurs. Et les gros animaux seraient dans une zone à part, clôturée, et les visiteurs, les clients pourraient aller les voir directement, à voir même si on peut pas envisager des emplacements dans cette partie réservée aux gros animaux, et auquel cas il y aura une dérogation, c'est-à-dire que le client entre en connaissance de cause, et reconnaît que il ne faut pas y rentrer avec un petit gamin qui va tirer sur l'oreille ou sur la queue du lama. Enfin voilà quoi. À réfléchir encore à ce niveau-là. Mais voilà en gros la structure, des haies séparatrices, donc des différents logements. Une petite partie permaculture avec une table ronde où chacun pourrait s'asseoir et faire un feu sur la partie centrale. Ça pourrait être sympathique, ça peut donner une ambiance d'Arthur, de table ronde, fraternelle, c'est partage de la connaissance, voilà en gros l'idée. Donc on va aller voir ça ensuite sur le terrain d'à côté. Donc là, on sort donc du petit chemin, on voit les fameuses parcelles où il y aura donc 2 futures maisons avec le petit chemin ici qui rejoint notre terrain. Ce petit chemin peut être intéressant à exploiter si on ne veut pas que emprunter le chemin communal par exemple pour pouvoir desservir les emplacements tentes qu'on va voir, ça pourrait être un chemin exploitable. Ici on voit la limite de la parcelle de l'adjoint au maire. Donc en fait sa parcelle à elle fait une sorte de U. Donc ça va jusqu'en bas et ensuite ça longe la rivière à plat. D'ici commence le terrain de 17 000 m² que je vais vous montrer sur un plan. Donc là ça descend un petit peu abrupt. Alors ça descend, petit plateau et ça descend jusqu'à la rivière. Ce qui veut dire que on peut mettre encore quelques emplacements par-ci par-là. Et sachant que même sur les descentes, on a toujours la possibilité de mettre sur des pieux une mini plateforme sur laquelle on peut mettre une tente ou un logement particulier. Évidemment au départ on va pas le faire parce que c'est coûteux, il faut mettre des technopieux. Donc par contre sur la partie emplacement tente, comment est-ce qu'on envisage la chose? Parce que si on regarde, on voit des lianes, on voit de la fougère, il y a énormément de ronces. Les arbres, en aucun cas on ne va les couper. Il faut impérativement tous les garder. Les arbres, c'est la vie, les arbres, c'est l'ombre. Lorsqu'il y a une canicule, on remercie leur présence. On a vu les vidéos terribles aux États-Unis où vous avez des champs à perte de vue où il n'y a pas un seul arbre dessus et des animaux morts par centaines par la canicule. Là, on a la chance d'avoir des arbres, il faut impérativement les garder. Alors évidemment, s'il y a des tout petits arbustes qui ont des petits troncs de quelques centimètres, qui gêneraient on va dire, le dégagement d'un emplacement tente, là évidemment on va pouvoir y couper. Et on ne va pas jeter le bois. Tout le bois qui va être récupéré servira pour faire des haies dont je vous mets la photo en question pour que vous puissiez avoir le visuel à quoi ça ressemblerait. Je suis en train de me faire dévorer par des moustiques. Donc là en gros il y a un potentiel pour de la chauve-souris, il y a de quoi manger, il faudra qu'on puisse les attirer. D'ailleurs un petit lapin qui court là, ça c'est le premier que je vois sur mon terrain. Tout à l'heure il y avait des biches, j'ai roulé doucement pour éviter tout accident. Donc là on voit à peu près comment ça se passe. Ça descend abrupt et là on voit une sorte de petit méplat avec de la fougère. Donc là on peut avoir ce type d'emplacement. Et puis on peut avoir un petit passage qui peut être aménagé. Si jamais ça monte un petit peu raide, on peut mettre quelques escaliers bois, bref. Donc là, on atteint le petit panneau forêt domaniale des Colettes, sur lequel, sur la partie gauche que vous voyez ici, et on va s'y arrêter, on a le départ des randonnées. Voilà, on va s'arrêter là. Hop. Voilà. Alors, donc là, on est sur l'extrémité de la parcelle de 17 000 m². On voit qu'il y a un petit peu de passage. On voit les arbres qui sont en limite de propriété, la limite donc, qui est définie par les fougères, ça descend. Donc l'idée c'est qu'on puisse avoir des petites clôtures. Je ne sais pas encore si j'ai le droit donc, de mettre du barbelé ou s'il faut mettre des clôtures simples, mais en gros on va quand même délimiter les parcelles avec qu'on pourra trouver et qui ne sera pas trop onéreux. Là on est plus sur le camping, hein. Le camping commence un petit peu plus bas, il y a des bornes de l'ONF, m'a-t-on dit, qu'il faut que je trouve et qui délimitent le terrain, mais en gros c'est à côté de la rivière
on voit ici on a les départs de randonnée, donc ça c'est génial. Chemin des amoureux, le nom est bien trouvé. Et on voit le chemin qui part, sachant que c'est une randonnée qui fait plusieurs kilomètres, qui fait une boucle jusqu'à la ville voisine et qui revient. Et on voit que pareil, c'est très vertical, jusqu'à la rivière en bas, une sorte de méplat, et puis ça remonte par palier jusqu'à la route. La végétation a bien repoussé. Là ça descend un petit peu, et là vous avez une sorte de méplat qui va jusqu'à la rivière. Et ce méplat, ça doit faire à peu près, je crois que j'avais mesuré à peu près 20 mètres sur jusqu'au bout. Donc on va dire qu'il y aurait la place pour faire un petit chemin, alors qui ne serait pas bétonné, hein, évidemment, on est bien d'accord, pas goudronné non plus, mais un petit chemin qui partirait jusqu'au bout donc, du terrain du 17 mm² et qui permettrait d'alimenter chaque emplacement de tente, et permettant également à certains endroits des croisements avec un petit chemin qui serait uniquement piéton et qui remonterait sur les niveaux pour alimenter les logements qui eux seraient sur la pente. Sur le bas, uniquement des emplacements tentes. Donc emplacement tente, ça veut dire également des emplacements sur lesquels on peut venir avec un véhicule aménagé. Pas forcément partisan de l'idée du véhicule aménagé sur l'emplacement tente sur la partie basse. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de minimiser les véhicules à moteur. Sur la partie gauche, quand on aura le budget plus tard, c'est là principalement qu'on fera les démonstrateurs troglodytes. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être du bunker, entre guillemets. Pourquoi bunker? Parce que c'est parlant. Quand on voit il faut sauver le soldat Ryan, on voit ce que c'est un bunker. C'est-à-dire c'est une structure qui est fortifiée, qui est invulnérable entre guillemets aux actions climatiques, qui est enterrée et donc qui a l'avantage de bénéficier du relief qui l'entoure, de la terre dans laquelle il est enfoncé, comme d'une sorte d'isolant. Et puis en plus ça permettrait d'avoir un visu sur la partie basse du terrain, donc ça peut être très mignon. Ça ne sera pas aménagé comme un véritable bunker hein, avec la MG42, non, c'est pas l'idée. L'idée c'est simplement que vous puissiez comprendre quand on parle de bunker, d'une structure enterrée de type troglodyte permettant de bénéficier des avantages de ce type de structure. On pourrait avoir différents types de logements qui soient troglodytes. À la fois la construction béton enterré, le container enterré, mais qui serait renforcé, on expliquera le pourquoi du comment. Le logement de type Hobbit, quand on regarde dans le Seigneur des Anneaux, on voit un logement tout mignon qui est enfoncé dans les collines. Donc ça, il y en aura 3 ou 4, ça va être relativement coûteux, donc ça viendra dans un second temps de la vie du camping. Il faut s'imaginer, une fois que les fougères, une fois que c'est défriché, qu'on repart un peu sur une zone un petit peu en herbe, avec le petit ruisseau à côté, c'est très mignon et donc on conserverait les plus gros arbres qu'il y aurait sur toute la longueur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les vidéos que j'avais tournées lorsque j'étais venu la toute première fois en reconnaissance avec mon ex-compagne. De là à ici où il y a la rivière, on est sur 25 mètres. Là on se dirige vers la rivière qui est sur le côté droit. Ça passe de ton côté? Je vais par le bas. Ah ouais. Et ben là on peut faire passer la route ici pour l'accès au palier supérieur. Ah ben il y a de quoi faire hein. Il y a de quoi faire. Et la rivière là-bas. Ouais.
J'ai, je dirais, allez, 40 cm de profondeur.